Rebonjour tout le monde. Merci, chers maîtres, chers professeurs, chers collègues, chers étudiants. Je vous dis bonjour à tout le monde et merci pour votre présence aujourd'hui qui m'honore. Aujourd'hui, donc, professeur Jafar et mon collègue Dr Laouj, ils ont présenté en quelque sorte un aperçu général sur les différentes drogues. Et moi, je vais beaucoup plus parler de l'expérience que peut jouer le service ou le laboratoire de toxicologie dans la prise en charge et le soin donc, des gens, pour ne pas dire des toxicomanes, mais qui ont une infection d'addictologie ou de pharmacodépendance. Je vais faire un bref aperçu sur les principales substances psychoactives. Un étudiant, lorsqu'on parle de substances psychoactives, c'est quoi une substance psychoactive? L'addiction ou la pharmacodépendance, c'est quoi d'une manière générale? Je vais donner après donc un état des lieux, situation sur la consommation. Tout à l'heure, donc, mon collègue Dr Laouj a donné beaucoup plus un aperçu sur le nombre de saisies de drogue. Donc, moi, je vais parler beaucoup plus en termes de consommation à l'échelle mondiale et la situation réelle en Algérie, toujours par rapport à la consommation. Et je terminerai par l'expérience du suivi de la pharmacodépendance au niveau du laboratoire de toxicologie qui travaille en étroite collaboration avec ce qu'on appelle les CISA, les centres intermédiaires de soins d'addictologie et les services de psychiatrie. Donc, sans trop tarder, c'est quoi une substance psychoactive? Tout simplement, c'est toute molécule qui agit en modifiant donc le fonctionnement normal du système nerveux central. Dans quel sens? Soit de stimuler, déprimer ou provoquer complètement une perturbation, chose qu'on dit toujours aux étudiants. Donc on parle de drogue psychoactive. Est-ce qu'il s'agit de médicaments? Oui. C'est un médicament dont l'usage est dévié et généralement, donc, si c'est des psychotropes, peuvent être justement qualifiés de substances psychoactives ou de drogues psychoactives. L'exemple type, c'est des benzodiazépines, des antitussifs déviés et les analgésiques. Les plus connus, c'est les opioïdes de synthèse. Ils peuvent être également des solvants. L'exemple que vous connaissez tous, l'utilisation donc d'école chez les jeunes, les boissons, l'alcool. Ça peut être également des plantes hallucinogènes. Donc on cite l'exemple donc du cannabis. J'ai cité également là, vous voyez en feuille, c'est le kratom, très consommé en Asie, à savoir donc en Thaïlande. Également, si vous connaissez le khat, c'est en Yémen, donc ils consomment beaucoup, c'est tellement, il leur procure justement donc un effet de stimulation, une énergie, un bien-être, donc il est consommé, c'est une tradition chez eux. Et bien sûr le fameux pavot, dont on extrait donc les différents opioïdes. Je termine donc avec les nouvelles, ce qu'on appelle les MPS. Les nouvelles produits dites de synthèse qui font rage, c'est là en quelque sorte là, la mode de ces derniers temps. Donc ça peut être également des drogues, comme l'a dit le professeur Jafar tout à l'heure, donc soit c'est des drogues licites, l'exemple type, donc le tabac, ou des drogues illicites, représentées justement par ce qu'on appelle les MPS. Donc si on parle, tout à l'heure on a parlé en fonction de la nature, si on parle en fonction de l'effet que provoquent ces drogues-là au niveau du système nerveux. Donc on les classe généralement en trois blocs, comme on l'a dit, soit ils stimulent, soit à l'inverse, ils dépriment le système nerveux, soit c'est des perturbateurs. Donc les stimulants que vous connaissez, mineurs, donc le tabac, cocaïne, ou bien ce qu'on appelle les STA, c'est les stimulants type amphétamine. Et vous connaissez tous, je suis sûre, parmi les étudiants, étant donné qu'on s'adresse beaucoup plus aux étudiants, donc c'est l'ecstasy. Voilà. Donc pour les dépresseurs, il y en a une multitude, dans l'alcool, les médicaments tranquillisants et les perturbateurs, que vous connaissez soit c'est des cannabis naturels ou les cannabinoïdes de synthèse. Vous avez donc les solvants et les fameux LSD. Je voulais attirer justement votre attention sur l'utilisation particulière justement des les NPS ou les nouveaux produits de synthèse. Ces molécules-là, quelle est leur particularité? Ils procurent le même effet que les drogues généralement illicites. Ils sont synthétisés d'une manière clandestine au niveau des laboratoires. Et lorsqu'on parle d'une synthèse clandestine, l'exemple, je suis sûre que les étudiants ils ont vu la série de Breaking Bad,
Donc, généralement, c'est des synthèses au niveau des laboratoires à partir de certains produits chimiques. Donc, ils synthétisent ces molécules-là. Le malheur dans tout ça, c'est que la molécule, elle peut avoir le même effet que la drogue de référence, voire plus, un effet donc supérieur. Également, généralement, ils sont coupés par d'autres molécules dont l'origine on ne connaît pas. Donc, la composition, généralement, elle est hétérogène, ce qui fait que le risque, elle est inconnu sur le plan donc de toxicité. Les principales connues sur le plan historique, ils ont commencé par la synthèse qu'on appelle des MDA. À partir donc des années 80, ils sont connus par ce qu'on appelle les drogues dites de rave ou de fête, puisque c'est très utilisé dans les boîtes de nuit, les fêtes, etc. Et ils ont connu le jour au grand public suite à l'apparition, ce qu'on appelle des livres que vous voyez, le FICAL, c'est par rapport à la phényléthylamine I have known and loved, qui est donc produit par un pharmacologue qui synthétisait lui-même ces molécules-là. Et après, donc, il fait l'expérience, propre expérience, et après, donc, il a en quelque sorte synthétisé toute cette expérience dans ce livre. Et il l'a mis au grand public, qui a fait que beaucoup de molécules ont été connues, faisant partie beaucoup plus donc, de la famille donc, des amphétamines. En fur et à mesure, d'autres molécules ont apparu, qui appartiennent à cette classe-là, ce qu'on appelle les drogues de synthèse. Donc, vous voyez dans le schéma, à partir de 2008, c'est les cannabinoïdes de synthèse. Donc, on a ce qu'on appelle le cannabis naturel, on l'a vu, le cannabis hindi, d'accord. Il a apparu ce qu'on appelle les cannabinoïdes de synthèse. C'est-à-dire, on trouve généralement, c'est la même substance, mais elle est très concentrée. Les effets, ils sont 2 fois, voire 5 ou 10 fois plus importants que le cannabis naturel. Donc, généralement, comment ils sont consommés, c'est de l'herbe, où le cannabinoïde de synthèse existe sous forme de gouttes, on imprègne et on prend en joint. Mais l'effet, il est encore plus important. Vous voyez, donc même le risque, il est plus important par rapport au cannabis naturel. Après, donc plusieurs molécules, en fur et à mesure, ils se sont apparus. Actuellement, on compte plus de 900 molécules appartenant donc à cette classe qu'on appelle les drogues dites de synthèse, ou les nouvelles produits dits de synthèse. Donc, qu'est-ce qu'on retient par rapport à ces molécules-là? On a dit que c'est des molécules qui procurent le même effet que les drogues licites, mais le statut juridique il est mal connu. C'est des molécules dont la composition parfois elle est incomplète. Dans ce cas-là, le risque il est non contrôlé. Et c'est la disponibilité. Il est partout. Soit on peut les procurer par simple consultation nette, on peut les commander. Essentiellement dans les deep web ou sur des sites publics avertis ou des sites commerciaux. Je vais citer rapidement. Donc, vous voyez là, au cannabis, le cannabinoïde de synthèse, connu sous différentes marques. Dans les Spice Gold, vous avez les K2. En bas, vous avez les LSD en buvard, c'est différentes consommations. Donc, dans les différentes colorations, là, vous voyez que ça donne envie de consommer, c'est les extasies de différentes couleurs. D'ailleurs, tellement il y a, donc, ça donne justement qu'en quoi c'est des bonbons. Donc, vous avez également donc, des dépresseurs dans la kétamine, la PCB. Donc, il y a une multitude, justement, qui a émergé. Donc, le marché des drogues dites de synthèse. Les chroniques, actuellement, c'est les États-Unis qui représentent donc un phénomène qui a émergé et qui a sollicité, qui attire la sonnette d'alarme. C'est la consommation, ce qu'on appelle de la drogue de zombie. Donc, cette drogue-là, c'est tout simplement l'association de la fentanyl, qui est une opioïde dite de synthèse, mais elle est coupée malheureusement par une molécule utilisée auparavant pour des fins beaucoup plus vétérinaires. Donc, c'est des sédatifs utilisés pour le traitement donc, de tout ce qui est comme analgésique et myorelaxant chez les bovins, les chevaux, etc. Donc, ils ont coupé justement la fentanyl, qui est une opioïde dite analgésique, donc dite de synthèse, utilisée beaucoup plus en cancéro. Donc, en coupant donc, les overdoses, provoque justement donc la mort. Les décès, on comptait, suite à l'utilisation des opioïdes, on comptait jusqu'à 500 000 à peu près donc décès, bien sûr aux États-Unis, c'est les données des USA. Donc les effets en dehors, la personne, lorsqu'elle marche donc, elle prend justement l'allure d'une personne en zombie. C'est beaucoup plus les éruptions cutanées qui apparaissent, des abcès, qui caractérisent justement la consommation de cette drogue-là. Une autre drogue qui fait ravage chez nous, le phénomène, donc aux États-Unis, c'est la drogue de zombie. C'est la prégabaline qui fait en quelque sorte la particularité de consommation de drogue en Algérie.
En Europe, par contre, il y a ce qu'on appelle une forme de cocaïne, qui est le 3-MMC, donc qui font partie de ce qu'on appelle des catinones. C'est des stimulants. La particularité, tout simplement, c'est qu'ils coûtent moins cher par rapport à la cocaïne. Et la consommation, elle est vraiment très accessible, on l'a dit, via donc, les sites Internet, qui fait que l'accessibilité, elle est facile, mais le risque, il est mal connu, et on tombe justement dans les overdoses à ces molécules-là. Également, donc, parmi les actualités de consommation de ces drogues-là, c'est ce qu'on appelle la réapparition de le Captagon, qui est donc également donc un stimulant qui a été interdit auparavant. Donc, il a été commercialisé pour beaucoup plus le traitement, ce qu'on appelle des troubles d'hyperactivité et de narcolepsie. Et après, donc, il a été interdit. Mais il a été réémergé l'utilisation. Ils ont incriminé la série pour la production et l'exportation de cette molécule-là dans les différentes régions, essentiellement en Arabie Saoudite. Et ils l'ont incriminé, donc on parle justement donc, de trafic des narco-États. Donc on parlait des SPA. Le risque, c'est vrai, c'est un risque dit sanitaire, on l'a dit, sur le plan santé mentale, physique, mais qui présente encore, parce qu'on a parlé de SPA, des substances psychoactives, et de la pharmacodépendance. C'est que le fait, la molécule, on ne peut pas arrêter. C'est le phénomène dont parlaient tout à l'heure donc, nos collègues, c'est la pharmacodite dépendance ou l'addiction. Ça commence par un problème, on veut tout simplement vivre une expérience, s'assimiler à un groupe, donc on consomme, après on tombe dans un état de manque, on reconsomme et on entre justement dans le cercle, ce qu'on appelle de la pharmacodépendance, et qui représente malheureusement l'un des facteurs de risque de la consommation de ces molécules. Je vais passer maintenant aux principaux chiffres à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale de la consommation des drogues. Donc je vais commencer à l'échelle mondiale. Selon les statistiques de l'ONU, vous pouvez consulter le site où il y a une actualisation des données chaque année. Donc on trouve qu'on estime actuellement à peu près 300 millions ont consommé minimum une drogue. 300 millions de personnes, c'est quand même énorme. La répartition, 60 millions en Afrique, 37 millions en Europe, 99 millions en Asie, en Amérique à peu près 61 millions. La prévalence en Afrique, c'est à peu près 8%. En termes de drogue, le cannabis vient en premier lieu. Après, donc, c'est les opioïdes et les différentes dérivés, les analgésiques, les dépresseurs. Troisième position, c'est la cocaïne. Et on terminera par les fameux MPS, les nouveaux produits de synthèse. Donc, toujours en termes donc, de chiffres, j'ai essayé de consulter, j'ai donné donc, le site de l'ONU concernant donc, l'Office de trafic donc, de drogue et de crimes. J'ai consulté donc, les données de 2022. On trouve que la répartition en fonction de drogue, c'est beaucoup plus l'Océanie, l'Australie qui occupe la première place avec les États-Unis. Regarde en bleu avec une prévalence de 12%. Concernant les opiacés, c'est toujours l'Australie. La cocaïne, donc entre l'Australie et l'Amérique. Les amphétamines, c'est beaucoup plus les États-Unis. Et dernièrement, donc l'ecstasy, c'est l'Australie, l'Océanie, comme vous voyez sur la figure. Si je reviens aux données de l'Afrique, c'est juste pour vous citer également que l'ONU, donc la prévalence à peu près, donc il compte 200 000 personnes qui meurent chaque année, selon donc, le rapport de 2012. Hein. Donc 200 000 morts par année suite à la consommation de différentes stupéfiants. Concernant la consommation maintenant en Afrique du Nord, vous voyez, donc je vais commencer par même ordre. Le cannabis, c'est le Maroc qui occupe la première place en termes de consommation, avec une prévalence dite de 10%. L'Algérie, quand même, on est rassuré, hein, 0,5%. Mais malheureusement, lorsque j'ai consulté les fichiers, on n'a pas vraiment des chiffres récents, puisque le dernier communiqué, c'était de 2010, alors que celle de l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, c'est 2017 les derniers chiffres. Concernant donc la cocaïne, c'est le Maroc, toujours. Et concernant donc nous, c'est beaucoup plus quand vous voyez c'est en dernier, c'est beaucoup plus les tranquillisants, hein, qu'on occupe la première place avec une prévalence à peu près de 0,6%.
Mais on reste, rassurez-vous, on reste très très loin par rapport à la consommation donc, des autres pays. Par exemple, pour le cannabis, étant donné que c'est la drogue la plus consommée à l'échelle mondiale, si on compare le chiffre le plus élevé du Maroc à 10%, par exemple aux États-Unis, il aille jusqu'à 21% prévalence. En Afrique, c'est la Zambie qui occupe la première place avec 17%. Donc si on compare, ça va, on est rassuré par rapport à la consommation. Quoique je ne peux pas juger vu que les chiffres ne sont pas vraiment récents. Voilà. Concernant donc l'expérience du service de toxicologie, je vais passer rapidement. Donc je vous ai dit que notre laboratoire inauguré en 2014, dont l'activité a commencé en 2016, on travaille en étroite collaboration dans le cadre de suivi des pharmacodépendances avec la psychiatrie et les SIDA. C'est beaucoup plus le SIDA de Bel Air, dans un cadre de suivi et de diagnostic. Soit c'est des personnes connues consommateurs, soit c'est pour la première fois où ils n'avouent pas la consommation de drogue, ils viennent au niveau du laboratoire et on met en évidence qu'ils consomment réellement de la drogue. Donc, c'est une fiche de renseignement, on fait un entretien avec notre patient, où généralement c'est des relations de confiance amicales entre l'acteur de santé et on va dire donc le toxicomane. On remplit, est-ce qu'il avoue? Il n'avoue pas la consommation de drogue. Après, donc on fait un prélèvement au niveau du laboratoire, in situ, et on fait une analyse, soit automate ou bien c'est des tests rapides. Et pour les résultats de l'étude, j'ai essayé de faire donc entre 2017 et 2022. Après, donc à peu près donc, 480 cas sont recueillis au niveau du laboratoire. Donc une nette augmentation, quoique je n'ai pas actualisé pour les 2022, une nette augmentation c'était en 2020. Par rapport à la moyenne d'âge de consommation, vous voyez, c'est toujours les jeunes. Hein. La tranche d'âge la plus touchée, c'est entre 10 et 20 ans, avec une moyenne de 19 ans. Le minimum qui est venu au niveau du laboratoire, il avait 10 ans quand même. Maximum donc de 45 ans. Ça ne se voit pas bien, mais j'ai essayé en quelque sorte de faire un graphe qui montre la moyenne des personnes sur les années allant de 2017 jusqu'à 2020. Et on voit un petit peu que la fourchette des personnes qui est suivie au niveau du laboratoire tout au long de ces années, leur âge aille vers entre 20 à 25 ans. Malheureusement, ça ne se voit pas bien sur la figure. Après, donc, le sexe ratio, c'est le sexe masculin qui est prédominant et ça concorde à peu près avec les études. J'ai repris les études de Dr Yamoun effectuées avec la psychiatrie de Constantine et les études, l'enquête québécoise qui confirme que le ratio, là, c'est la consommation beaucoup plus des hommes par rapport aux femmes. Par rapport à la situation dite professionnelle, c'est beaucoup plus la proportion donc, des personnes positives, c'est chez les chômeurs, 51%. Pour le type, en termes donc, de résultats, 39% c'est positif, 61% négatif. Quelles sont les principales drogues? Vous voyez juste à droite, c'est beaucoup plus les drogues qui sont avouées dans la consommation est avouée par le patient. Donc on voit en premier lieu que c'est le cannabis qui occupe à peu près 74%, suivi après donc par les benzodiazépines et 2% c'est les différentes drogues, à savoir barbiturique, les amphétamines, les opiacés, les antidépresseurs, tricycliques, etc. Donc en termes d'analyse, c'est toujours le cannabis. J'ai essayé de tracer nombre de cas par année et différentes drogues. On voit donc le cannabis en premier lieu, les benzodiazépines, la cocaïne et les quelques cas qu'on a reçus. La cocaïne, c'est un seul cas, deux cas. Un cas c'était en 2021 et un cas en 2020. Par rapport à l'association entre la consommation et l'âge, type de drogue et l'âge. Donc on voit que chez, par exemple, chez les personnes entre 30 et 40 ans, c'est toujours le cannabis, mais il y a également donc, la consommation de ce qu'on appelle la cocaïne. Alors que chez les jeunes, entre 10-20 ans, c'est toujours le cannabis et les benzodiazépines. Concernant donc la répartition en fonction de la polyconsommation, l'association la plus connue, donc on a vu que beaucoup plus c'est le cannabis benzodiazépine, vient après donc cannabis THC antidépresseur tricyclique, et d'autres associations, par exemple benzo extra, parfois c'est trois drogues à la fois, cannabis, benzodiazépine, antidépresseur, comme vous voyez avant-dernier sur l'histogramme. Donc sans trop tarder, je vais terminer par une conclusion, par des petits conseils.
Donc il est important de reconnaître que la prévention de la consommation de drogue est un effort collectif de nous tous, qui nécessite la participation de la société dans son ensemble, y compris nous, en tant que famille, les écoles, et la communauté et les décideurs politiques. Puisqu'en fait, comme on le dit, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à la loi sortie récemment, c'est la loi dite la loi 2305 sur la consommation des psychotropes et les stupéfiants, qui, comment dirais-je, je vais expliquer ça en arabe, elle est vraiment très très lourde. Par exemple, pour Serour, la prégabaline, auparavant, ce qui paraît, puisqu'il y avait l'arrêté de 2021 qui interdisait ou qui classait la prégabaline Serour parmi les psychotropes. Mais actuellement, avec la loi 2305, justement, القاضي يقدر يحكم عنده أحكام مشرعة أنه يقدر يدخل الإنسان للاتجار بالمخدرات وين الحكم يقدر يروح من 10 سنوات إلى 15 سنة avec des amendements allant de 5 millions 5 ملاير jusqu'à 500 milliards. Le consommateur, ce qu'on appelle les dealers de drogue, c'est-à-dire les تاجروا بالمخدرات. Par contre, les consommateurs, les jeunes, puisque actuellement, les dealers, ils utilisent des jeunes au niveau des lycées, au niveau des CEM, pour passer leur drogue. Et ça gangrène au niveau de toute la société. Donc c'est pour cela qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est pour cela que j'insiste sur le rôle des familles, de l'école, c'est-à-dire avant d'aller vers comme dernière solution. D'accord? Le consommateur, généralement, généralement, c'est au choix de juge, il peut l'orienter vers ce qu'on appelle les centres de désintoxication. Les centres de désintoxication actuellement le plus connus, on a deux, je pense un à Oran, le deuxième fait Alger Abou Chaoui. Le reste, c'est des CISA, c'est ce qu'on appelle des centres intermédiaires de soins d'addictologie. C'est-à-dire le patient, il aille vers le centre, il se présente, il veut arrêter la consommation, il veut une assistance, une aide. Et je pense que les psychologues et les psychiatres peuvent intervenir après pour mieux expliquer leur rôle dans ce contexte-là. Je vais terminer par quels sont les principaux, comment dirais-je, les principaux conseils à donner. C'est l'éducation et l'information honnête et la communication avec les jeunes. C'est pas de leur dire arrêtez comme ça sans lui expliquer. C'est pour cela que j'ai choisi comme slogan le dialogue ouvert avec les étudiants, avec les jeunes, étant donné que c'est un phénomène qui touche beaucoup plus les jeunes. La communication ouverte et honnête entre parents, les éducateurs, notre rôle ici en tant qu'enseignants et les jeunes. Le renforcement de l'estime, c'est à travers différentes activités. Et faciliter l'accès aux services de soins. Il ne faut pas dire qu'il s'est dirigé vers un centre, c'est un toxicomane, c'est un délinquant. Il faut le prendre en charge. Et je vous remercie pour votre attention.